Bienvenue dans cette dernière vidéo sur les propriétés des ondes. On va s'intéresser cette fois-ci aux interférences. Alors les interférences, en général quand on parle d'interférence c'est un terme un petit peu négatif, on va voir que c'est pas forcément le cas. Donc l'interférence c'est quand on a deux ondes qui se croisent. Donc là sur la photo vous avez deux ondes à la surface de l'eau qui se croisent et on voit qu'elles ne se comportent pas tout à fait comme si elles étaient seules. On a des endroits où l'onde du coup s'annule et des endroits où elle a une amplitude un petit peu plus élevée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand deux ondes se croisent, quand elles sont en phase, ce qu'on appelle en phase, ça veut dire que leur maximum ont lieu au même endroit, leur minimum ont lieu au même endroit. Donc si on se place en un point et qu'on a deux vagues qui arrivent en même temps, donc deux maximums d'ondes, on va obtenir la somme de ces deux ondes, une onde résultante qui sera beaucoup plus élevée, donc avec une amplitude plus importante. Si ces deux ondes qui se croisent sont ce qu'on appelle en opposition de phase, c'est-à-dire que lorsque l'une est à son maximum, l'autre est à son minimum, la somme de ces deux ondes va donner pas d'onde du tout. Donc dans le cas où les ondes sont en phase, où leurs amplitudes s'additionnent, on va parler d'interférence constructive, et dans le cas où les ondes s'annulent, on parlera d'interférence destructive. Alors on va parler un petit peu d'interférence des ondes lumineuses. Alors en lumière monochromatique dans un premier temps, on va s'intéresser au dispositif des fentes Young. Les fentes Young, ce sont deux fentes très fines, séparées d'une distance assez faible, la distance que l'on appellera tout du long ensuite petit a. Donc on éclaire ces deux fentes avec un laser, une partie de la lumière passe par une des fentes, l'autre partie de la lumière passe par l'autre fente, et ces deux ondes qui proviennent chacune d'une fente vont venir interférer sur un écran lumineux. On obtient donc la figure de diffraction dont on a déjà parlé, puisque la lumière passe par une fente très fine, donc la figure de diffraction avec la tache centrale ici, et les taches secondaires ici et ici. Et dans cette figure de diffraction, on peut voir que l'on peut observer des franges lumineuses et des franges sombres. Là, on parle d'interférence. Ça veut dire qu'à certains endroits de l'écran, la lumière est arrivée provenant des deux fentes, elle est arrivée en phase. On a donc une frange lumineuse importante, une interférence constructive. Et à certains endroits, la lumière provenant des deux sources lumineuses est arrivée en opposition de phase. Et du coup, on a une interférence destructive, ce qui fait qu'on a l'enchaînement de franges lumineuses et de franges sombres. La distance entre deux franges lumineuses ou entre deux franges sombres est appelée interfrange. Donc dans le cas du dispositif des fentes Young, il ne faut pas s'étonner, on a aussi la figure de diffraction puisqu'on est passé par un trou assez fin. La différence ici, c'est qu'on a deux sources lumineuses. Pour qu'il y ait interférence, il faut deux ondes. Donc toujours en lumière monochromatique, pourquoi est-ce que des fois on a des franges lumineuses et des fois on a des franges sombres, des franges brillantes, on parle aussi de franges brillantes et de franges sombres. Donc on va l'expliquer par ce petit schéma. Donc S1 et S2 représentent les deux sources lumineuses, donc en réalité dans le dispositif d'avant les deux fentes. Donc deux sources lumineuses qui produisent de la lumière. La lumière arrive au point M, alors elle n'arrive pas que au point M, elle arrive sur l'écran, mais on s'intéresse à la lumière qui arrive au point M. La lumière qui arrive de S1 au point M parcourt la distance S1M. La lumière qui arrive de la source S2 au point M parcourt la distance S2M. Ces deux distances ne sont pas forcément égales. On voit que on a fait le projeté de S1 sur la droite S2M, on obtient le point H, ça veut dire que la distance HM est égale à la distance S1M. Donc la lumière provenant de S2 a parcouru une distance un petit peu plus importante que la lumière provenant de S1. Alors elles étaient en phase au départ, ces deux ondes, quand elles sont parties de S1 et de S2, mais arrivées au point M, comme il y en a une des deux qui a parcouru une distance plus importante que l'autre, elles ne vont pas forcément arriver en phase. Elles arriveront en phase si elles ont parcouru la même distance ou si la différence de distance entre les deux est proportionnelle à la longueur d'onde. Par contre, en admettant que la distance S2H est égale à la moitié de la longueur d'onde, lambda sur 2, à ce moment-là, les ondes vont arriver au point M en opposition de phase. C'est-à-dire qu'il y en aura une au maximum et l'autre à son minimum, on aura donc une frange brillante. Donc voici ce que donne une figure d'interférence un petit peu zoomée en lumière monochromatique. Donc pour mesurer une interfrange, en général il faut en mesurer plusieurs et ensuite diviser par le nombre d'interfranges parce que c'est assez compliqué à mesurer, c'est assez petit. Ce qu'il faudra retenir, c'est que l'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde utilisée. J'aurai donc une interfrange plus grande en rouge qu'en bleu.
proportionnel également à la distance D. La distance D, c'est la distance entre les sources lumineuses et l'écran sur lequel on observe la figure d'interférence, et inversement proportionnel à la distance entre les deux sources. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris dans le dispositif Young un seul laser dont on a divisé la lumière en deux, plutôt que de prendre deux lasers différents? Tout simplement parce que pour qu'il y ait interférence, il faut qu'on ait des sources lumineuses cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire des sources lumineuses cohérentes? Ça veut dire qu'elles ont exactement la même fréquence pour commencer. Exactement la même fréquence, ça veut dire exactement la même longueur d'onde. Si je prends deux lasers rouges à 632 nanomètres, peut-être qu'ils ont une incertitude de 1 nanomètre sur la valeur de la longueur d'onde. Donc si j'en prends deux, si ça se trouve j'en aurai un à 631 et un à 633. Cette différence de longueur d'onde fait que ma lumière n'est pas tout à fait cohérente. Voilà pourquoi il vaut mieux utiliser une seule source lumineuse que l'on va diviser en deux plutôt que deux sources lumineuses. Autre chose pour la cohérence des sources, donc exactement la même fréquence, c'est le premier point, et surtout elles doivent être synchrones. Synchrone, ça veut dire que quand la lumière quitte les deux sources, elles doivent être en phase à ce moment-là. C'est-à-dire que leur maximum doit avoir lieu en même temps, leur minimum doit avoir lieu en même temps. Ça, c'est impossible si les deux lumières proviennent de deux sources différentes. Le seul moyen, c'est d'avoir une seule source dont on divise l'amplitude en deux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une figure d'interférence en lumière blanche cette fois? Donc, je vous rappelle quand même ce que vous avez vu en première. La lumière blanche est composée de lumière bleue, de lumière verte et de lumière rouge. Ce sont les trois couleurs primaires. Tout se passe en fait comme si on avait une figure d'interférence en lumière rouge, une figure d'interférence en lumière bleue et une figure d'interférence en lumière verte. La différence est que l'interfrange n'est pas la même pour les trois couleurs, parce qu'on a vu que l'interfrange était proportionnelle à la longueur d'onde. On a donc des franges lumineuses, des franges brillantes plus écartées en rouge qu'en bleu, puisque la longueur d'onde est plus élevée pour le rouge que pour le bleu. Donc on va avoir certains endroits, donc par exemple au milieu de l'écran. Au milieu de l'écran, on a toujours une frange lumineuse. Alors la frange lumineuse, elle sera lumineuse en rouge, elle sera lumineuse en bleu, elle sera lumineuse en vert. Les trois superposés vont nous donner du blanc. Si je me place à cet endroit-là, par exemple, je vois que j'ai une frange lumineuse, une frange brillante en rouge, une frange brillante en bleu et une frange sombre en vert. J'aurai donc superposition de rouge et de bleu, ce qui va me donner une frange magenta. Je me place ici maintenant, frange brillante en rouge, frange sombre en bleu et en vert. Je n'aurai donc que du rouge, je vais avoir une frange ici rouge. Je peux refaire le même exemple un petit peu plus bas. Frange brillante en rouge, frange sombre en bleu et frange brillante en vert. Je vais obtenir une superposition de rouge et de vert, donc une frange jaune. Alors à quoi peuvent servir les interférences? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on parle d'interférences, on entend souvent c'est plutôt négatif comme terme. Les interférences à la radio, c'est qu'on n'entend pas bien. Les interférences sur la ligne téléphonique, c'est pareil, c'est qu'on n'entend pas bien l'interlocuteur. Mais c'est pas forcément toujours négatif. Les interférences, elles vont nous servir par exemple dans ce qu'on appelle le contrôle actif du bruit. Donc vous imaginez une situation où on a un aéroport qui est proche de certaines habitations. Le bruit de l'avion au décollage va gêner les habitations aux alentours. Il y a une solution à ça, alors c'est pas utilisé dans tous les aéroports, mais c'est un système qui existe pour diminuer un petit peu le bruit de l'avion. On enregistre le bruit que l'avion fait au décollage et au moment où l'avion décolle, on le diffuse grâce à des haut-parleurs en opposition de phase par rapport au bruit de l'avion. On a donc l'onde 1 qui provient du bruit que fait l'avion, l'onde 2 qui est envoyée par le haut-parleur en opposition de phase au moment où l'avion décolle, et on a donc une interférence destructive, on a donc une forte atténuation du bruit de l'avion au décollage qui permet de protéger les riverains. Deuxième application, ça peut être la lecture d'un CD par exemple, d'un laser, quand vous écoutez de la musique avec un CD. Donc un CD c'est des plats et des creux, quand on grave un CD on fait des trous, on a donc une succession de plats et de creux. Donc quand la lumière laser est envoyée sur un plat, elle est réfléchie de façon à être en phase avec l'onde incidente. On va avoir donc une interférence constructive, une intensité forte ici. Le récepteur saura qu'il s'est réfléchi sur un plat ou sur un creux, puisqu'il se passe exactement la même chose sur un creux. L'onde réfléchie est en phase avec l'onde incidente. La différence, ce qui va se passer, c'est quand on va passer du plat à un creux. Quand on va passer du plat à un creux, l'onde d'incidence
l'onde incidente sera en opposition de phase avec l'onde réfléchie et on va donc avoir un signal d'intensité faible qui va revenir au récepteur et le récepteur va traduire ça par je suis passé d'un plat à un creux, j'ai changé. Et ça peut se traduire ici par un bit égal à 1 par exemple. On verra un petit peu plus tard à quoi correspondent les 0 et les 1 en binaire.